Djibouti l'année dernière. Avant toute chose et avant de commencer, j'aimerais simplement passer la parole à Monsieur le directeur général de Tangemed Port Authority, Monsieur Tazi, pour échanger avec nous quelques mots de bienvenue et de présentation du webinaire. Et ensuite, j'introduirai la session qui sera évidemment riche en échange avec une dernière partie où j'ouvrirai évidemment les questions avec la salle pour pouvoir échanger dans un dialogue ouvert avec nos experts et nos panélistes. Monsieur Tazi, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Monsieur Alix. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Monsieur Aboubakar Hadi, Dominique Lafont et Patrice Mellom. J'espère que vous vous portez bien et que, malgré un petit peu les circonstances que nous connaissons et que nous vivons tous, les choses se passent bien. Vous l'avez rappelé, Monsieur Alix, en introduction, le Forum africain des ports, effectivement, a démarré à Tanger, c'était en 2019, avec donc la réunion d'une trentaine d'autorités portuaires. Et l'idée pour nous, en initiant donc ce forum africain et de manière concomitante en lançant la plateforme de la task force des autorités portuaires, c'était en fait de traiter conjointement avec les autorités portuaires, au-delà bien évidemment de la nécessité d'installer un modèle des ports africains, de traiter en fait de problématiques auxquelles nous faisons face de manière régulière, chacun dans son contexte, dans son environnement. Et cette plateforme nous avait en fait permis d'arrêter un certain nombre de sujets conjoints. Nous avions parlé du traitement ou de l'amélioration de traitement, donc des opérations d'entrée et de sortie de navires pour parer aux problèmes de congestion, l'intégration entre les ports et leur hinterland, et puis les connexions entre les ports comme étant un des éléments ou un des sujets phares sur lesquels nous souhaitions partager. Donc, je laisserai ensuite Ahmed Benis vous faire un update par rapport à ces sujets. En ce qui me concerne, effectivement, je voulais revenir sur la problématique ou le thématique essentiel de ce séminaire. Et j'en profite également, bien évidemment, pour remercier e-conférence pour évidemment la qualité de l'organisation et l'initiative qui est prise dans ce sens pour maintenir bien évidemment l'organisation des FAP malgré donc dans ce format, en espérant bien évidemment vous retrouver très rapidement dans un format donc dans le format habituel tel qu'il a été lancé à Tanger, c'est-à-dire de rencontres. L'année effectivement où la crise Covid, puisque l'année 2020 et l'année 2021 en fait ont démontré le rôle essentiel que les ports jouent et continuent de jouer pour le maintien des chaînes d'approvisionnement. Nous-mêmes, en tant que Tangemed, nous avons bien évidemment, dès le démarrage de la crise, parallèlement au lancement de notre plan de continuité d'activité, nous avons pris l'initiative aux côtés d'autres ports internationaux du type de Singapour, etc., pour donc, signer une déclaration conjointe avec un engagement fort pour le maintien donc, des chaînes d'approvisionnement, à la fois pour l'activité de transbordement, bien évidemment, pour pouvoir maintenir les supply chains mondiales, et également à l'échelle, bien évidemment, de l'Afrique et du Maroc, pour maintenir également ce rôle clé que joue Tangemed en tant que hub pour l'Afrique. Donc, je pense que les chiffres et les trafics qui ont été réalisés en 2020 ont démontré d'une résilience certaine et surtout d'un maintien donc, de ces trafics, autrement dit d'un rôle qui a été pleinement joué par Tangemed pour consolider sa position en tant que hub de transbordement et puis pour assurer bien évidemment cette continuité logistique pour tous les pays avec lesquels nous sommes connectés. Je rappelle que uniquement au niveau de l'Afrique, donc on est à peu près à 200 ports, 180 exactement, mais au niveau de l'Afrique, Tangemed est connecté à 40 ports sur une base hebdomadaire. Donc, je pense que c'est un des premiers enseignements. Le deuxième enseignement, au niveau donc que nous avons tiré de la crise que nous avons vécue, que nous continuons de vivre, bien évidemment, c'est un
une évolution très forte, elle est évoquée dans les thématiques sur le rôle de la digitalisation et l'impact que la crise a pu avoir sur l'amélioration, le renforcement de la gestion des processus inhérents à la gestion portuaire, la gestion opérationnelle des ports. Je peux partager bien évidemment à notre niveau de nombreuses avancées qui ont été réalisées. Je peux mentionner également un projet que nous avons lancé très récemment. Donc, nous avons annoncé un partenariat international avec un des leaders mondiaux, une entreprise finlandaise, en fait, qui a une base finlandaise, mais qui est en réalité une entreprise internationale, qui s'appelle Wärtsilä, qui est en fait un des leaders mondiaux dans ce qu'on appelle les PMIS, c'est-à-dire les systèmes de gestion, les systèmes de gestion portuaire qui sont en particulier dévolus à la gestion de la capitainerie, la gestion donc des arrivées et départs de navires et ainsi de suite, et qui est un des sujets essentiels que nous avions évoqués avec nos partenaires, donc autorités portuaires en 2019, lorsque nous lancions l'APTF, c'est-à-dire l'African Ports Task Force. Et donc, nous avons pris l'initiative en tant que Tangemed donc de mettre en place ce partenariat avec Wärtsilä. Et l'objectif est bien évidemment donc de co-développer un nouveau PMIS qui permettra demain de profiter à d'autres autorités portuaires en Afrique pour traiter ces problèmes inhérents auxquels je fais référence. Donc, je voulais mentionner très rapidement ces deux points. J'ai promis d'être très concis parce qu'on m'a donné quelques minutes pour une intervention. Donc, je vous remercie, monsieur Alix, et au plaisir donc de vous revoir et de revoir les autres panélistes très prochainement, j'espère. Merci. Grand merci à vous, monsieur Tazi. Merci, merci. C'était très clair et également très concis. Ça permet de lancer exactement ce séminaire qui s'intitule donc Géopolitique portuaire, où va l'Afrique? Vous avez, je pense, placé aussi le curseur très haut dans le, je dirais, le référentiel que représente aujourd'hui Tangemed. On a souvent l'occasion de dire que les ports sont le poumon vital des économies africaines. Moi, j'aime bien parler plutôt de poumons économiques vitaux, parce qu'un poumon, c'est deux parties, et généralement, un port, ça regarde, il y a une partie du poumon qui regarde vers la mer, et il ne faut jamais oublier l'autre partie du poumon qui regarde vers la terre. Donc, merci encore à vous, monsieur Tazi. Je sais que vous avez des contraintes horaires qui ne nous permettent pas de vous garder avec nous, mais on a quand même Ahmed qui va nous alimenter en informations récentes sur l'évolution de ce que vous avez pu faire en anticipation de la crise du Covid. Merci encore à vous et je reprends la main. Excellente journée, excellente continuation et à très vite évidemment à Tanger, à Douala et à Kribi. Merci. Mesdames et messieurs, chers panélistes, je vais prendre quelques minutes simplement pour, j'irai de manière très modeste, poser le décor en vous annonçant tout de même que vous êtes près de 400 participants à être inscrits sur ce séminaire et je vous en remercie toutes et tous. C'est très important pour nous que ces formules qui sont un petit peu frustrantes parce qu'on préfère tous se rencontrer que de se voir sur un écran, mais je vous remercie pour votre présence et votre intérêt sur ce premier séminaire. En quelques mots, si vous le voulez bien, par rapport à cette thématique, on parle de la crise du Covid. Je pense que, modestement, la crise du Covid a aussi mis en avant une certaine forme de fragilité et de dépendance des économies à l'égard du transport maritime et à l'égard de l'organisation des chaînes de valeur. Et on a vu que sur le continent africain, on a constaté que les connectivités maritimes internationales ont eu tendance, et c'est le cas ces derniers mois, et ça ne s'atténue pas, à privilégier les routes dominantes, les routes les plus rémunératrices, et notamment Chine, États-Unis. Et cela s'est fait en particulier au détriment des logiques nord-sud et sud-sud, parce que finalement, il s'est passé un événement, et il continue de se passer un événement qui est un peu ce que j'appellerais presque de manière un peu triviale, une double peine, c'est qu'on a eu une augmentation des taux de fret absolument anormale sur des services qui sont parfois dégradés,
sur les marchés africains. On a des taux de fret qui sont montés au-dessus des 10 000 $ US, le 40 pieds sur des connexions entre les ports africains et l'Asie. Et de manière concomitante, une raréfaction des matériels, et notamment des conteneurs 40 pieds, à destination de l'Afrique, qui a pénalisé donc les exportateurs africains qui n'avaient plus accès à ces matériels essentiels pour leur commerce, mais aussi un surenrichissement de l'import, parce que l'import devait payer pour l'export, mais avec des taux de fret supérieurs à 10 000 $ US, le 40 pieds, certaines chaînes de valeur, notamment sur les produits à moindre valeur ajoutée, n'ont plus les moyens d'accéder à ces matériels. Donc, je pense que c'est déjà les éléments essentiels que nous devons débattre ensemble aujourd'hui. C'est cette, je dirais, peut-être dépendance d'une organisation de transport maritime qui est concentrée entre quelques acteurs. C'est un autre point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que dans cette géopolitique portuaire africaine, on constate une concentration des capacités entre quelques mains d'opérateurs européens, et la dernière consolidation entre Hapag-Lloyd et NileDutch le confirme. L'Afrique avait cette spécificité d'être encore des marchés, de présenter quelques niches très, très lucratives pour des experts et spécialistes historiques. On est de plus en plus, et je pense qu'il faut peut-être voir ça comme un bon signal, on est de plus en plus dans une logique qui est finalement la même que celle de l'Est-Ouest, c'est-à-dire ces géants qui viennent déployer des navires toujours plus grands. Dorénavant, on est au-dessus de 15 000 EVP dans le subsaharien, on est à 20-22 000 sur Tangemed, c'est-à-dire les plus gros navires du monde qui touchent à Tangemed. C'est quelque chose qui continue de s'accroître, et je pense que la crise Covid ne va pas ralentir ce gigantisme. J'aimerais aussi aborder évidemment avec vous, dans cette logique de post-Covid sur la géopolitique et où s'en va l'Afrique, l'événement de Suez et ce blocage qui, et je pense que M. Hadi va avoir beaucoup de choses à nous dire sur les conséquences que ça a pu avoir. Moi, je vais vous livrer simplement mon opinion qui ne concerne que moi. J'avais écrit il y a 10 ans que la circulation maritime mondiale sera circumcentrée. Donc, en croyant, et c'était il y a une décennie, que l'émergence de Tangemed, la confirmation de ports comme Port Saïd ou de Durban faisait que l'Afrique devenait de plus en plus un immense carrefour de la circulation mondiale conteneurisée. Et on a vu qu'avec le blocage de Suez, s'est relancé des logiques de Circum-Afrique qui, on va s'interroger ensemble, et notamment je vais questionner Dominique sur ce sujet. Est-ce que c'est un accélérateur de circumcentrisme ou d'africanocentrisme au niveau portuaire? Est-ce qu'il y a des opportunités à capter dans ces logiques? Et je vais donner un dernier point, parce que je ne vais surtout pas monopoliser la parole, mais je trouvais important qu'on puisse partager ces éléments. Par rapport à la base de données statistiques que nous entretenons, j'ai constaté que Djibouti, Tangemed et Kribi, nos 3 invités d'aujourd'hui, sont des ports qui ont battu tous des records en 2019, de productivité, de trafic conteneurs totaux, de trafic généraux totaux. Et j'aimerais savoir avec vous, chers amis, si 2020 et les années à venir confirment cette excellente santé de nos 3 hôtes, sachant que pour d'autres ports, et notamment en Europe, ça n'a pas tout à fait la même sinécure, puisqu'on a vu des ports perdre de nombreuses parts de marché. Donc, est-ce que ces bonnes santé portuaires de 2019 se sont confirmées malgré les contraintes du Covid, et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de voir émerger des géants portuaires africains qui peuvent aussi encourager cette fameuse circumcentrisme africain, comme je l'évoquais? Voilà, ce sont quelques éléments, et ensuite je vous interrogerai évidemment sur les particularismes et les particularités de chacun de vos 3 interfaces portuaires. Et si vous en êtes d'accord, je vais passer tout de suite la parole à Dominique pour qu'il puisse déjà réagir par rapport à ces propos, ces éléments, et qu'il nous apporte aussi sa vision, puisque c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le continent, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ports, Dominique, où tu n'as pas eu la chance de pouvoir visiter les installations. Quelle est sa vision de cette situation post-Covid et des éléments d'anticipation qu'on peut échanger ensemble aujourd'hui pour que cette Afrique géopolitique soit de plus en plus performante et efficace?
Dominique, si tu le veux bien, je te laisse la parole pour quelques longues minutes, je dirais ça comme ça. Merci Yann. En fait, tu poses les questions et tu y réponds en même temps parce que il me semble que ton propos introductif est déjà une bonne synthèse de la problématique générale. Les conséquences du Covid, elles sont nombreuses. À mon avis, certaines sont visibles d'ores et déjà et d'autres, par contre, sont peut-être moins visibles aujourd'hui, mais devraient se faire sentir d'une façon suffisamment sérieuse pour que on puisse aussi évoquer, je dirais, les mesures, les politiques et les coordinations de politiques à mettre en œuvre. Alors, c'est clair que l'Afrique, elle a été atteinte dans ses conséquences, comme le reste du monde, par le Covid. Et bon, l'augmentation des taux de fret, elle est là. Alors, l'augmentation des taux de fret, on peut estimer que ça a plus que doublé. Sur le reste du monde, l'impact a été plus fort. Entre l'Europe et l'Asie, ça a été multiplié par 4. Mais la spécificité africaine, c'est que déjà le prix du fret était très élevé sur l'Afrique. Et je dirais donc que le Covid a fait qu'aujourd'hui, il y a un alignement par le haut des taux de fret à des niveaux qui sont difficilement soutenables pour les économies nationales, qu'elles soient européennes ou africaines. Alors, les conséquences sur les volumes, on se rend compte qu'il y a eu une certaine résilience au niveau du continent. Les volumes, semble-t-il, se sont davantage maintenus qu'on aurait pu le craindre, avec des hauts et des bas qui manifestent le primat de l'économie nationale. Ce que je constate finalement, c'est que ce sont là où les économies étaient les plus fortes, je parle pour l'Afrique subsaharienne, mais c'était là où les économies étaient les plus fortes que les volumes se sont le mieux maintenus. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire et au Ghana. En revanche, là où les économies étaient de taille plus réduite, moins interconnectées ou plus dépendantes, moins diversifiées, eh bien là, les volumes ont davantage souffert. Je pense au Congo, au Gabon, à Lomé même. Et voilà. Et donc l'impact ou le niveau de résilience qu'ont offert les ports, semble-t-il, s'accroche davantage à des considérations qui sont de l'ordre des primats économiques plutôt qu'à des considérations qui sont plus portuaires et qui ont trait à un rôle plus ou moins marqué de rôle de hub. Le deuxième point qu'il faut envisager et qui est déjà sous-jacent aux premières remarques, ça va être un effet inflationniste qui va être quand même assez notable. Tout le monde a abondamment, je dirais, disserté sur le fait que le coût de la logistique terrestre africaine est très élevé. Il est clair que l'augmentation des taux de fret va venir se rajouter à ce surenchérissement et cela risque d'avoir des effets assez perturbateurs au niveau de certaines filières nationales. Il y a des tarifs qui sont réglementés, mais la pression risque de s'accroître. Ensuite, en termes d'approvisionnement, il est clair que la crise Covid exerce une forte pression avec une augmentation forte, avec des effets perturbants en termes d'approvisionnement, que ce soit au niveau de la distribution ou de l'industrie. C'est comme en Europe, avec des effets plus marqués, parce que l'économie africaine est peut-être plus fragile. Et on constate déjà, ici ou là, j'ai pu m'en rendre compte lors de mon dernier séjour au Congo, que de fortes augmentations sur le prix des intrants et les difficultés logistiques provoquent des interruptions d'approvisionnement qui sont assez néfastes. Au-delà, je dirais, du pur aspect inflationniste et du pur aspect, je dirais, de perturbation sur les chaînes d'approvisionnement,
il y a aussi des premiers éléments qui semblent, je dirais, assez déstabilisants sur l'export et sur les filières à l'export. Alors, l'un des meilleurs exemples qu'on a pu observer à ce jour, ça a été par exemple le fait que l'explosion des taux de fret, le manque de disponibilité des équipements et la réduction du nombre d'escales ont désorganisé un certain nombre de filières à l'export en termes de respect, je dirais, des plannings, des termes de timing, des termes contractuels, ce qui a provoqué des tensions, des tensions, des surstocks et des effets de perturbation de volume à l'export qui peuvent en fait fragiliser des filières qui étaient déjà, pour certaines, déjà mises à mal. Sur le plan logistique, il est clair aussi qu'il y a eu un effet d'éviction. De la même façon que l'on se rend bien compte que certains armateurs pratiquent une discrimination négative à l'égard de l'Afrique pour, comme l'a souligné Yann tout à l'heure, privilégier des axes qui sont plus rémunérateurs sur l'Est-Ouest. Eh bien, de la même façon, on se rend compte aussi que la politique de desserte risque de défavoriser un certain nombre de ports secondaires avec tous les effets négatifs que cela va entraîner pour les économies locales. Il est clair que ces ports secondaires, très souvent, je dirais, étaient un maillon assez essentiel pour des économies locales avec beaucoup de signification sur le plan de la logistique terrestre. Le fait que ces ports secondaires, aujourd'hui, souffrent d'une raréfaction des escales ou d'une raréfaction de la capacité de transport, là aussi, risque de mettre à mal des filières économiques locales et notamment à l'export. Voilà. J'ai limité mon propos, là, Yann, sur les conséquences. Je crois que c'était un petit peu le sens de ta question. Et on abordera peut-être ultérieurement, je dirais, les solutions ou ce qu'il faut commencer à envisager pour préparer le post-Covid. Merci beaucoup, Dominique. C'était exactement ce sur quoi je voulais t'emmener, évidemment. Si je reprends la métaphore des deux poumons, je pense que le poumon sur la Terre, effectivement, sur les chaînes de valeur et la disruption du fonctionnement des chaînes de valeur impacte considérablement la capacité d'exportation. Je prendrai simplement un exemple, et peut-être qu'il n'est pas bon, mais je parle sous le contrôle des forestiers. J'ai cru comprendre que dans le bassin Congo, la problématique d'exportation et d'évacuation des boissiers posait un vrai problème économique et logistique, et surtout de cohérence et de non-alignement entre la valeur marchande du produit et la capacité d'exporter et de trouver simplement des boîtes. Et donc, c'est vrai que ça pose un vrai souci de coordination et de cohérence et surtout de capacité des acteurs économiques africains à pouvoir peser sur le débat, parce qu'aujourd'hui, effectivement, si je reprends une autre image, le gros bout du bâton est quand même du côté des armements et de leur choix stratégique de considérer certaines escales plutôt que d'autres. Oui, oui, tout à fait. Et il y a là, je dirais, un sujet qui va devenir assez prégnant, qui est quelles mesures il convient de prendre pour maintenir le bon fonctionnement des marchés. Quand on regarde l'évolution des parts de marché armatoriales sur l'Afrique, on se rend bien compte que le paysage portuaire africain a été bouleversé. Il a été bouleversé de façon positive par la vague d'investissement et de progrès dans le management et d'émergence de gains de productivité et de qualité de service au niveau des ports africains, mais c'est aussi accompagné d'une concentration sur le plan du transport maritime qui fait que aujourd'hui, avec l'effet des alliances et les effets d'éviction des petits armateurs, on se rend compte que, comme dans le reste du monde, globalisation rimant avec banalisation, eh bien,
la situation est de plus en plus, je dirais, déséquilibrée au profit donc des déséquilibres qui va croissant sur le plan de l'offre maritime. Et une fois de plus, ce problème se pose sur l'Afrique comme il se pose entre l'Europe et l'Asie aujourd'hui. Et la question que l'on attend un peu, c'est jusqu'à quel niveau de déséquilibre devra-t-on aller pour commencer à provoquer une réflexion sur la régulation des marchés. C'est exactement ça. Et je pense qu'on abordera le sujet avec Ahmed et notamment le travail qui est fait dans le cadre de la ZECLAF par un port leader comme Tangemed sur cette coordination interportuaire africaine et cette capacité aussi d'agir en tant que régulateur vis-à-vis d'acteurs d'une chaîne de valeur qui aujourd'hui est, et ce n'est pas toujours été le cas, il faut le rappeler aussi, hein, mais qui est fortement concentré sur le pouvoir armatorial. Si vous en êtes d'accord, je passerai bien la parole à M. Omar Hadi pour avoir son sentiment par rapport à ce qu'on vient de dire et surtout d'avoir le retour d'expérience d'un port géostratégique comme Djibouti qui est installé sur un corridor historique et très puissant puisque Djibouti est le port d'entrée et de sortie d'une des économies africaines les plus, je dirais, robustes face à la crise qui est l'Éthiopie. Monsieur Hadi, sans vous flatter avant de vous passer la parole, je voudrais quand même vous féliciter parce que le port de Djibouti a reçu une reconnaissance internationale qui est quand même pas neutre par la Banque mondiale et l'organisme qui gère le Container Port Performance Index, le CPPI, et vous avez été classé meilleur port d'Afrique, notamment en termes de performance et de productivité. Donc, je voulais vous féliciter pour cela parce que c'est important de reconnaître quand un port fonctionne bien, surtout après quelques années d'ajustement que nous allons aborder probablement en termes de géopolitique. Donc, bravo et félicitations à toute la communauté du port de Djibouti et de la zone économique. Et donc, je vous poserai donc la question directe. Comment avez-vous absorbé le choc du Covid? Quelles actions le port et la communauté a pu entreprendre pour pouvoir, je dirais, anticiper l'après, si on est déjà dans l'après? Et puis, j'aurais une question subsidiaire parce que la position géostratégique et géopolitique de Djibouti m'invite à la poser. C'est quelle a été la conséquence ou les conséquences du blocage de Suez sur les activités directes et indirectes de Djibouti? Voilà, ça fait quelques questions un peu ouvertes, mais que je sais que vous allez parfaitement répondre dans les quelques minutes que je vais vous laisser. Merci Yann, merci. Vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. En tout cas, moi, je vous entends très bien. Bonne journée à tous. Good day for all of you. Le Covid nous a affectés. On a fait les derniers conseils d'administration au niveau des 7%. On a baissé les 7% de trafic. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est l'augmentation, comme M. Lafont a dit, l'augmentation des taux de fret. Alors, c'est l'offre et la demande qui fixent les prix. Et c'est à cause de, à mon sens, des consortiums, des cartels qui se sont constitués et qui ont fait monter les prix. Parce qu'ils avaient moins de trafic, ils avaient des charges dans leurs entreprises. Donc, ils ont décidé, comme un seul homme, ou 2 hommes, 3 hommes, d'augmenter les prix des fret maritimes. Donc, ça a beaucoup affecté. 80% du commerce mondial est transporté par voie maritime. Donc, on a vu ces dernières années des consortiums et des cartels qui se sont constitués. Les plus grands transporteurs se sont regroupés. Donc, les gens qui créent les richesses, qui importent et exportent, sont à la merci du transporteur.
Et ça, vraiment, c'est un problème très sérieux. Ça va bloquer le commerce mondial. De notre côté, notre succès, on a tout de suite compris. Nous sommes les premiers ports au monde qui a accepté les changements d'équipage malgré le Covid. Parce que l'équipage des navires sont essentiels au commerce mondial. Ils n'ont pas été changés depuis un an. Donc, Djibouti, après l'annonce de International Maritime Organization, Djibouti a accepté de faire le changement d'équipage, les navires qui vont vers le canal de Suez. Le canal de Suez, Bab el-Mandeb, sont très essentiels, au commerce mondial. Après, il y a eu plusieurs des trois. Bab el-Mandeb, canal de Suez, Panama Canal, Gibraltar, au large de Tangimed et Malakal. Donc, nous essayons de tout faire pour faciliter le commerce mondial dans notre région. Et c'est très important d'avoir des ports, mais la terre aussi. Les connexions ferroviaires, maritimes, surface. Ça nous a affecté, les navires de Evergreen qui a bloqué le canal. Le canal est trop étroit. Donc, nous regardons vers Kribi. Nous voulons traverser le continent, de la mer Rouge à l'Atlantique. Et le commerce interafricain, nous bâtissons des ports et des infrastructures, c'est pour le commerce du continent. L'Afrique est le continent le plus riche au monde, avec les gens les plus pauvres du monde. Donc, si on ne construit pas, nous ne construisons pas les infrastructures maritimes et de surface, nous allons bloquer le commerce et, comme on dit, unleash Africa Potential. Mais ça devient comme l'œuf et la poule. Pour aller à Kribi, dit qui va investir? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la stabilité. Djibouti à Kribi, seulement 5 pays à traverser. Djibouti, Éthiopie, South Sudan, Centrafrique, et on est au Cameroun. Mais si on ne fait pas, on ne construit pas l'économie, il n'y aura jamais la paix dans ces pays-là. Merci. Véritablement un très grand merci, Monsieur Hadi, parce que j'ai rarement entendu un tel propos, et surtout pas dans un webinaire comme celui-ci, où c'est un langage de vérité que vous nous offrez, parce que quand on dit géopolitique portuaire, vous nous parlez géopolitique continentale, et finalement, encore une fois, si je reprends mon image des poumons, peut-être que les ports africains ont trop été des poumons maritimes et pas assez des poumons terrestres. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la traversée Djibouti-Libye n'est pas une utopie, c'est simplement une ambition collective, mais surtout politique et géopolitique, qui doit reposer sur une stabilité. Et effectivement, c'est très apprécié votre propos, parce que ça projette aussi où va l'Afrique. C'est une Afrique qui doit se connecter.
et pas simplement avec un accord de libre-échange aussi fort, symboliquement soit-il, au niveau géopolitique qu'est le ZLECAf. Vous parlez bien je dirais, d'envie de se connecter les uns aux autres et de transcender les limites de frontières, et c'est vraiment très important. J'ai retenu également, comme vous le disiez, l'Afrique est un continent riche, et pour aller dans votre sens, moins de 20% du commerce africain est fait entre Africains, contre 67% pour l'Europe. Et effectivement, le gisement de valeur de demain, c'est probablement de mieux échanger entre Africains, d'un producteur africain vers un consommateur africain, et cela sans repasser par une case qui s'appelle l'Asie, qui s'appelle l'Europe, dans des schémas qui sont nécessairement déjà au niveau environnemental absolument pas cohérents, mais encore faut-il que les ports aient leur rôle à jouer. Selon vous, M. Hadi, comment les ports peuvent-ils accélérer cette intégration régionale? Parce que, et Ahmed va nous en parler plus longuement, mais cette ZLECAf, elle n'est pas construite pour aider les ports à se connecter entre eux et à développer des sillons maritimes qui permettraient de favoriser une connexion entre Djibouti et le Mozambique, entre Djibouti et le Cameroun. Vous nous avez parlé de la terre, et comment les ports peuvent-ils anticiper par leur stratégie cette intégration commerciale intra-africaine selon vous? Déjà, nous sommes un port de transbordement, et les conteneurs qui sont déchargés au port de Djibouti ne vont pas justement pour Djibouti et l'Éthiopie. Nous transbordons des conteneurs pour le Mozambique, Durban, South Africa, Port Soudan, Kenya. Donc, il y a du transbordement. Donc, il y a deux types de transbordement, les cabotages et les relais. Les relais, nous le faisons même pour l'Australie et l'Asie. Mais déjà, la côte Est, Djibouti connecte beaucoup de ports secondaires, parce qu'à Djibouti, nous sommes à moins 18 pour le conteneur, terminal conteneur. Et on fait du cabotage pour le port de la région. Mais pour l'Ouest, Tangemet, nous travaillons avec. Et nous sommes en train de discuter pour développer plus de coopération avec Tangemet. L'Ouest, c'est trop loin pour nous. J'ai assisté à ça lors du Forum africain des ports, et j'ai été assez surpris dans le sens très positif du terme, où les coopérations interportuaires africaines ne sont plus simplement des échanges de bonnes pratiques ou de capacités techniques, intellectuelles, mais bien une ambition de constituer un vrai réseau solidaire de coopération, mais de coopération économique et stratégique. Et je crois que c'est un des avenirs aussi d'une nouvelle géopolitique portuaire africaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, M. Hadi? Absolument, absolument. Djibouti, par exemple, et Tangemet, c'est une coopération asymétrique, pas symétrique. Nous sommes sur des détroits qui sont très stratégiques. Et nous discutons. Et la chose la plus importante, c'est human capital, la formation des gens et l'échange des informations. Donc, on est en synchrose avec Tangemet. Merci beaucoup, M. Hadi. Aussi Suez, pour Saïd. Très bien. Très, très bien. Je ne vais pas tout de suite passer la parole à Ahmed, parce que je vais le garder pour la fin sur la ZLECAf notamment. Par contre, si je ne me trompe pas, M. Mellom, lors du forum de Djibouti l'année dernière, vous avez engagé un axe de coopération un peu spécial entre Kribi et Djibouti, n'est-il pas? Ou peut-être que je me trompe. Mais j'aimerais vous entendre sur cette manière justement de mieux coordonner les efficiences portuaires africaines les unes avec les autres.
Cher Patrice, si vous pouviez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît. Et après, je vais vous titiller sur d'autres choses, évidemment. Merci de poser cette question. Je dirais que Djibouti vient après Tanger en termes d'axe de coopération au Kribi, parce que c'est avec Tanger que nous avons commencé. Effectivement, les collaborateurs qui sont allés à Djibouti nous ont fait un feedback qui nous a invités à envisager cette coopération de manière étroite. Et je pense qu'à ce stade, les questions que nous poursuivions nos contacts de manière à ce que cette coopération prenne effectif. Mais encore, naturellement, le port de Kribi, c'est parmi les plus jeunes d'Afrique. Pour nous, c'est important de côtoyer les aînés. En Afrique, c'est un principe qui est sacré. Côtoyer les aînés, ça permet de bénéficier de leur expérience et de se muscler, si je peux parler ainsi. Donc, c'est un peu une option générale pour le port de Kribi. Déjà, à l'interne, nous travaillons beaucoup avec voilà, que j'ai appelé tout à l'heure notre cousin, qui a quand même, je crois, 80 ans, peut-être plus, pendant que nous en avons 3. Donc, c'est normal que nous recueillons à sa sauce, même si ça nous permet également de contextualiser un certain nombre de choses. Donc, oui, je réponds par l'affirmative. Nous travaillons, nous avons bien l'intention de formaliser cette coopération avec Djibouti. Il y a de belles raisons. Tout à l'heure, tu as rappelé que Djibouti a été désigné comme le meilleur port en termes de performance et de productivité. C'est un exemple à copier. Voilà, c'est ça que je peux dire sur le sujet. Cher Patrice, tu le rappelais, vous êtes le dernier né en fait, hein. Vous êtes le bébé de la bande, mais c'est un bébé qui grandit quand même relativement vite, je dirais. C'est un port Greenfield et il y en a très peu qui émergent. Il y a beaucoup de projets, il y a toujours beaucoup de projets sur la table. Vous l'avez fait. Comment se fait-il, entre guillemets, que Kribi a réussi à émerger, et je dirais à émerger si vite? Et quels sont les défis aujourd'hui d'une croissance post-Covid d'un port Greenfield comme le vôtre? Parce qu'on a très peu de références, en fait, et très peu de recul historique sur la trajectoire qu'un port Greenfield comme le vôtre peut avoir. Donc, quelle est l'anticipation de demain pour un port comme Kribi qui fait face à une crise alors qu'il va fêter ses 5 ans dans l'année prochaine? Il faudra commencer par fêter la 4e année. Oui. La 5e. Là, tu as raison, Yann. L'expérience de Kribi est, à mon avis, un peu passionnante. C'est effectivement le plus jeune. Nous avons démarré l'exploitation seulement en mars 2018. Donc, nous avons 3 ans. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, c'est bien peu de choses. C'est un quai de 650 mètres avec un terminal à conteneurs, un terminal polyvalent. Mais je dois dire que l'un des atouts, pour te répondre, c'est que nous avons commencé nous avons contractualisé avec des professionnels. Sur le conteneur, nous avons un groupement qui implique quand même Bolloré, que tout le monde connaît, et puis un armateur de renom qui est CMA CGM pour nous garantir les trafics. Et pour rester sur les chiffres,
je peux dire qu'ils sont assez satisfaisants également, parce qu'en 2020, nous avons quand même fait 461 escales, ce qui représente une progression de 39% par rapport à 2019. En moyenne, 38 escales par mois. Je rappelle que nous avons quelques terminaux offshore sur lesquels nous avons fait en 2020 8 millions de tonnes. Et si je reste sur le trafic containerisé, en 2020, nous sommes à presque 240 000 EVP contre 156 000 en 2019, plutôt une progression, cette fois-là de 53%, avec une capacité sur le terminal de 350 000. Je dois dire que les prévisions pour 2021 s'approchent pratiquement déjà de ce seuil de saturation. C'est dire que si l'on considère ces chiffres-là, Kribi confirme donc la résilience de manière générale par rapport à la crise Covid, mais ce n'est pas dire non plus que tout a été rose. À ce stade de mise en place de la structure, nous avons une préoccupation majeure qui concerne déjà la connectivité du port et en même temps la mise en place de tout ce qui doit se mettre autour du port même, c'est-à-dire zone logistique, industrielle. Alors c'est là que Covid nous a plutôt handicapés, parce qu'en début 2019, nous avions lancé un certain nombre de chantiers, entrepôts, usines. Et puis avec Covid, pratiquement tous ces travaux sont arrêtés. On a dû les reprendre en début de cette année, parce que quand même, passer la panique, la grande panique, par rapport à quand Covid arrivait, aujourd'hui, nous apprenons, et nos partenaires avec, nous apprenons à vivre avec Covid. C'est-à-dire moyennant les mesures barrières et autres choses, le travail se poursuit. Donc, et maintenant, par rapport à l'avenir, je vais dire que nous avons mis en place un plan de continuité d'activité avec beaucoup d'articulations. Je ne pourrais peut-être pas revenir sur les détails ici. Nous avons donc tout fait pour optimiser des choses que tout le monde connaît, la fonctionnalité du travail à distance. Et là-dessus, nous avons une fière chandelle parce que dès le départ, nous avons pensé que notre structure doit être entièrement visée, prendre pour objectif d'être entièrement dématérialisée. Et je suis heureux d'annoncer qu'au bout de ces 3 années, le port de Kribi a déjà son système d'information portuaire fonctionnel. Cette plateforme par laquelle passe finalement toute transaction aujourd'hui. Même, je ne parlerai pas du logiciel intégré ERP. C'est dire que cette anticipation-là nous a permis de gérer avec une certaine aisance des choses comme le travail à distance. C'est peut-être pour ça aussi que les effets se sont fait ressentir à Kribi qu'ailleurs. Et j'étais donc en train de dire que nous avons pris un certain nombre de mesures qui certaines visent à optimiser les procédures, fluidifier les opérations de passage transfrontalier, les formalités simplifiées pour le traitement des cargaisons, et ainsi de suite. Ça, vraiment, c'est des problématiques purement opérationnelles. Et en même temps, nous continuons à travailler sur l'étude comme
étude de mise en place d'un schéma directeur informatique, bonne et due forme. Nous sommes plutôt confiants. Que, bien sûr, en espérant que le Covid ne se complique pas trop, hein, je pense que si on devait en rester là, nous avons désormais des outils pour mitiger les effets de cette pandémie. Je rappelle que au niveau du Cameroun, il s'est agi d'une réflexion au niveau national. Nous travaillons en rapport avec notre cousine de Bala. Donc, en gros, c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup, Patrice. Si j'essaye de résumer, cette accélération de l'efficience digitale donc, a un petit peu amorti l'effet Covid, mais par contre, sur la Terre, ça a un peu retardé les échéances, je dirais, de connectivité terrestre, ce qui montre aussi, en écho de ce que M. Hadi disait, c'est qu'effectivement, il est complexe hein, de conduire des plans logistiques intérieurs basés sur des infrastructures lourdes qui exigent des financements qui engagent l'État, qui demandent aussi des prêts internationaux. J'aurais une question par rapport à e-conférence qui avait posé dans les questions liminaires de la préparation à la conférence, le fait que, est-ce que la phase 2 d'extension du port de Kribi va être retardée par le Covid ou est-ce que le calendrier va être maintenu, considérant le fait que la connectivité terrestre, comme tu l'as dit, risque de prendre un petit peu plus de temps. Mais est-ce que la phase 2 d'extension, parce que au regard des croissances cumulées, vous êtes déjà quasiment dans une logique de, alors je ne veux pas dire de saturation, mais de pleine utilisation de la phase 1. Où en sommes-nous finalement de la projection portuaire de Kribi en phase 2? Je réponds par l'affirmative. Effectivement, Covid a négativement impacté l'évolution des travaux de la phase 2. En général, vous le savez, le nouvel an chinois, c'est en février. Donc, quand Covid démarre, les constructeurs de la phase 2 sont en Chine et ils ne peuvent pas revenir. Je pense que ceci a retardé les travaux de la phase 2 pratiquement d'un an, sans compter d'autres considérations qui n'ont pas nécessairement un rapport avec la pandémie. Et pour vous répondre, les travaux ont donc finalement repris. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement rendus à 30% d'avancement. Les dates prévisionnelles de livraison, c'est fin 2023, peut-être début 2024. Ce qui veut dire qu'en réalité, bientôt, nous aurons plutôt une marge un peu étroite. Mais nous continuons à pousser. Toutes les parties sont engagées pour cela. Les constructeurs, nous-mêmes, les autres partenaires, sur les terminaux. Nous pensons que, comme je l'ai dit, fin 2023, début 2024, la phase 2 va démarrer. Elle consiste, pour ceux qui ne le savent pas, à rallonger le ligne de quai de 700 mètres, donc un peu plus que ce que nous avons en ce moment, avec donc des terre-pleins, je crois, sur 30 hectares, et beaucoup plus d'équipements de manutention que nous en avons en ce moment. Par exemple, pour les voitures de quai, il y en a 5 qui sont prévus en phase 2. Voilà. Yann, si je peux intervenir. Avec grand plaisir, M. Hadi. Allez-y, je vous en prie. Kribi is doing well. J'ai quitté Lagos il y a 10 ans. Lekki n'a pas démarré encore. Donc,
C'est une excellente remarque. Ça va me permettre de faire une transition. Mais alors, celle-là, je crois que si on avait travaillé ensemble, on n'aurait pas le trouvé mieux. Kribi is doing well. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Et justement, parce que on quitte je dirais, le dernier né des greenfields subsahariens pour aller vers peut-être la plus grande réussite portuaire de la dernière décennie et peut-être même plus encore. Et je veux bien évidemment parler de Tangemed. Cher Ahmed, toujours un grand plaisir que de converser avec toi et les quelques centaines de personnes qui nous suivent. Tangemed, c'est un ouvrage qui a trouvé sa localisation. Je l'ai appris il y a 2 ans quand on a eu la visite grâce à vous. Sur la Méditerranée, parce que le roi a eu une vision éclairée, de le mettre ici et pas ailleurs, parce que ça aurait pu être Tanger Atlantique et je ne suis pas sûr que ça aurait eu le même succès. Et on a une installation qui est passée de 0 à 5 millions de VP en 10 ans, c'est absolument considérable, mais bien plus que la réussite portuaire et finalement l'usufruit, je dirais, l'usufruit de la position géostratégique que Dieu vous a donnée, on va dire ça comme ça. C'est un projet qui dépasse finalement le Tanger et le Maroc. Et on le voit bien avec les coopérations que Patrice et M. Hadi ont évoquées. Aujourd'hui, comment on projette Tangemed dans une Afrique post-Covid à 5-10 ans? Comment on se voit, parce que vous avez été quand même un observatoire et un laboratoire d'innovation de chaîne de valeur, puisque vous avez réussi à considérer l'implantation de grandes industries automobiles, notamment dans l'arrière-cour de Tangemed, pour pouvoir pas simplement transborder des boîtes, mais bien créer de l'emploi et de la valeur sur le territoire. Comment on se projette quand on est Tangemed et que finalement, sans avoir la grosse tête, on devient le premier port d'Afrique, on devient le premier port de Méditerranée. On est, je crois, aujourd'hui le 35e port mondial au niveau conteneur et peut-être même encore mieux parce que j'ai des chiffres que de 2019. Comment donc on se projette et surtout, comment on se voit dans l'utilité panafricaine et dans l'utilité de cette future géopolitique portuaire africaine? C'est une vaste question sur laquelle je peux te laisser plusieurs minutes, évidemment, pour répondre. Tout d'abord, je tiens à te remercier, Yann, et remercier bien évidemment l'équipe de e-conférence qui maintient toujours cette dynamique et qui nous permet d'échanger avec l'ensemble de la communauté portuaire africaine. Je suis très ravi et enchanté d'avoir aussi à mes côtés mon cher ami Aboubakar Omar Hadi et mon cher ami Patrice Mellom. Et c'est toujours très agréable de pouvoir aussi partager aussi quelques informations sur les derniers événements et ce qu'on a pu réaliser au niveau de Tangemed. Et si aujourd'hui, comme vous le dites, Tangemed est une réussite, ou peut-être le mot est trop fort en disant que c'est une exception, c'est aussi grâce à cette position géographique qui est certes exceptionnelle, mais c'est la vision, l'approche, la stratégie et puis tout l'effort qui a été déployé aujourd'hui pour non seulement servir les intérêts du Maroc, mais incontestablement être un hub pour le développement des activités import et export de tout le continent africain. Et c'est une responsabilité que nous avons aujourd'hui, que nous assumons pleinement, et qui est celle de partager avec nos frères africains les bonnes pratiques, les expériences, les success stories. Et puis, ce n'est pas uniquement un partage d'informations ou un partage de connaissances, mais ça se traduit aussi dans la réalité avec le renforcement des échanges avec les pays africains. Aujourd'hui, le port Tangemed dessert plus d'une quarantaine de ports africains. Rien que sur la façade ouest, ça représente 38% du trafic africain. Et c'est un chiffre qui est quand même très important et très interpellant. C'est-à-dire dans un contexte Covid, où vous avez toutes les chaînes de valeur mondiales qui sont perturbées, si Tangemed aurait failli à son engagement, peut-être l'économie africaine aurait pu être affectée, tout simplement parce que si on devait envisager un autre transbordement que par Tangemed pour les échanges nord-sud ou même en provenance d'Asie ou en provenance des USA, peut-être ça aurait pu avoir un impact plus important en termes de compétitivité et
et surtout en termes de coûts logistiques. Et ça aurait pu se traduire d'une façon très concrète sur l'avancement de l'économie africaine. Je partage avec vous quand même quelques chiffres qui confirment un peu la résilience de Tangemet face à la crise. Donc, vous le dites très bien, aujourd'hui, nous sommes le premier port à conteneurs en Méditerranée. Donc, on a réalisé une progression du tonnage de plus de 23%. Donc, on est à 81 millions de tonnes par rapport à 2019. On traite quasiment la moitié du tonnage portuaire du Maroc. Mais le trafic conteneur, il a observé une hausse de plus de 20% et qui nous permet aujourd'hui d'atteindre 5,7 millions de conteneurs équivalents EPP, sachant que nous avons une capacité pour traiter aujourd'hui 9 millions de conteneurs et j'espère qu'on va pouvoir atteindre cette capacité maximum dans les prochaines années. Donc, cette progression du trafic conteneur de plus de 20% entre 2019 et 2020 dans un contexte de crise, ça dénote aussi tout le dispositif que nous avons mis en place pour pouvoir répondre favorablement aux exigences des opérateurs non seulement marocains, mais africains, et de pouvoir aussi contribuer au maintien des chaînes de valeur en période de crise. Et donc, ça, c'était le rôle que nous avons joué pendant la pandémie. Nous sommes également associés, nous avons été associés à l'initiative du port de Singapour, qui réunit des grands ports internationaux, Shanghai, Rotterdam, Anvers, Long Beach, Busan, en Corée. Et c'était un engagement pour que ces ports ne puissent pas faillir à leur mission et garantir la continuité des chaînes logistiques mondiales. Et Tangemet, représentant l'Afrique, a pu aussi répondre présent et d'une façon très efficace pour tout simplement contrer les effets de la crise. Merci beaucoup, Ahmed. C'est très clair. Monsieur Tazi parlait d'une task force africaine des ports. Je sais que tu en es un des acteurs clés. Comment cette task force est utile, je dirais comme ça, aux autorités portuaires africaines pour justement anticiper la période d'après-Covid et aussi l'anticipation de ces nouvelles chaînes de valeur qui semblent se dessiner autour du e-commerce, autour des nouvelles pratiques de consommation des jeunes générations africaines. Est-ce que cette task force adresse ce genre de problématiques et propose des solutions aux autorités portuaires? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Non, tout à fait. Donc, on a, depuis la création de cette task force à Tanger lors de la première édition du Forum africain des ports en juillet 2019, on s'était mis d'accord de définir ou d'identifier des sujets d'intérêt commun. Donc, des sujets qui représentent une grande importance pour les autorités portuaires africaines. Et c'est des sujets que nous essayons aujourd'hui de décliner à travers l'ensemble des activités que nous menons. Donc, le premier sujet, c'était bien évidemment la sortie de crise avec le Covid assez compliqué. Bien évidemment, il y a cette question de congestion des ports africains qui revient à chaque fois. Et donc, c'est un des sujets qui représente beaucoup de préoccupations pour un certain nombre de ports. Un troisième sujet qui n'est pas des moindres, qui est celui de la connectivité avec le hinterland, avec les pays qui ne possèdent pas de façade maritime. Et puis, il y a deux grands sujets d'actualité qui aussi représentent beaucoup d'intérêt aujourd'hui. D'abord, la digitalisation, donc, qui s'est fortement accélérée avec la crise du Covid, et puis l'impact de la ZLECA dans le développement des ports africains et quelle est la contribution des ports africains pour justement s'assurer que l'implémentation de la ZLECA soit au service ou soit au profit du renforcement des échanges interafricains. Et bien évidemment, les ports africains jouent pleinement leur rôle. Donc, il y a un plan d'action très dense avec beaucoup d'activités, avec pas mal d'initiatives
Et puis, on associe bien évidemment toute la communauté portuaire africaine, en tout cas ceux qui le souhaitent. Et puis, on essaye d'être engagé vis-à-vis de la population africaine pour qu'on puisse renforcer les échanges intraports et puis surtout travailler main dans la main pour développer ce modèle d'excellence pour la communauté portuaire africaine. Merci beaucoup, Ahmed. C'est absolument très clair. Je voudrais rassurer tous les participants et participantes qui posent des questions. Je filtre je vois le fil des actualités et des questions. Et j'en ai une qui est adressée directement à Dominique, mais je pense qu'elle concerne tout le monde. Dominique, la question est assez vaste, mais en même temps très précise. C'est d'après vous, quel est le rôle des investisseurs internationaux, que ce soit les bailleurs de fonds, les multilatéraux, dans cette géopolitique portuaire de demain, plus efficace, plus connectée, plus digitale? Est-ce qu'ils ont un rôle encore prégnant, comme ça a été dans le passé, ou est-ce que finalement la finance africaine peut se suffire à elle-même pour accompagner la croissance? Je pense que la réalité est assez diverse. Quand on regarde l'exemple des projets Greenfield qui ont déjà été développés, on voit que dans certains cas, je dirais, la stratégie nationale et la politique publique a été déterminante. Sur, je dirais, la vision dans laquelle s'inscrivent les investisseurs. Donc, on ne peut pas imaginer un projet Greenfield sans qu'il y ait un axe stratégique national très fort, qui est une marque de souveraineté nationale. Ça va être là-dedans le premier élément de confiance dans lequel vont s'inscrire les investisseurs. Tout à l'heure, pardon. Très bonne réponse. Commentaire. J'ai presque terminé. Tout à l'heure, Patrice évoquait le cas de Kribi. Moi, je me souviens que à l'époque, j'étais président de Bolloré Africa et la question de Kribi a été posée par les autorités camerounaises dès le début des années 2000. Et c'était véritablement un sujet dans lequel la vision camerounaise s'est imposée. Je me souviens que nous avions certains partenaires, co-investisseurs qui étaient réticents. Et à l'époque, chez Bolloré, moi, je m'étais dit, mais il faut prendre cela au sérieux, même si ça se produit dans 5, 6, 7, 10 ans, car véritablement, le développement du Cameroun doit passer par un nouveau port. Ça semblait assez évident. Alors voilà, c'est du vrai partenariat public-privé, c'est-à-dire il faut l'expression d'une souveraineté nationale d'abord, il faut une vision et dans lequel s'inscrivent aussi des investisseurs qui sont capables de voir loin. Voilà, je pense qu'il y a une vraie complémentarité qui se présente. Alors après, selon la force des économies nationales, la part des investisseurs est plus ou moins essentielle. Mais il y a quand même eu, Yann, un certain nombre de greenfield déjà. Bon, là, aujourd'hui, nous avons les greenfield les plus spectaculaires, hein. Tanger Med, Djibouti, Kribi, tout ça sont tous des grands succès. Il est clair que Tanger Med est celui qui est le plus avancé en termes, je dirais, d'équilibre entre la partie maritime et la partie terrestre. Et son prolongement sur les corridors et les zones économiques spéciales. Mais il y a eu d'autres projets qui sont en train aussi d'avancer. Yann Dayan à Dakar. Je pense que le Nigeria, lui aussi, va forcément féconder des projets d'envergure. Lomé, on peut aussi qualifier ça comme un greenfield. De plus en plus, tout à l'heure, quand je disais que le paysage portuaire s'était révolutionné, c'est quand même un domaine en Afrique qui vient spontanément à l'esprit quand on a envie de manifester, je dirais, un secteur d'activité dans lequel les choses ne sont plus du tout pareilles. On est passé à une dimension supérieure. Ai-je répondu à tes questions, Yann? Alors,
Oui, et en plus, je vais permettre de connecter tout de suite la nature de ta réponse avec, avec ce qui se passe aujourd'hui à Djibouti. Monsieur Hadi, si vous me le permettez, je ne vais pas dire qu'on est entre nous, puisqu'on est quand même près de 400 inscrits, mais si je peux me permettre de vous poser la question ainsi, j'ai eu la chance d'être à l'inauguration de Doralé fin 2008 et début 2009 pour les opérations. On a une grande vision d'intégration régionale avec le partenaire éthiopien. Le port de Djibouti continue d'être une référence incontournable pour le corridor Djibouti-Addis Abeba, mais on a constaté ces derniers mois des investissements à Berbera, des ambitions de connectivité, notamment sous la férule financière d'intérêt dubaïote pour mieux connecter Berbera à l'interland éthiopien. On est dans un séminaire qui avait le mot géopolitique. D'un point de vue géopolitique, dans la Corne d'Or, l'arrêt des hostilités entre l'Éthiopie et l'Érythrée a relancé le port d'Assab, qui devrait aussi se connecter via la route Mélodonie-Mandabouré. Selon vous, Monsieur Hadi, est-ce que, excusez-moi de la franchise de la question, est-ce que tous ces projets concurrents et corridors concurrents soutenus par des intérêts internationaux, représentent une vraie menace sur le positionnement géostratégique et géopolitique de Djibouti, ou est-ce que finalement la vision régalienne et souveraine du pays de Djibouti est tellement avancée que pour ces prochaines années, vous ne voyez pas nécessairement une vraie compétition émerger? Je ne sais pas si la question est bien posée, mais j'espère que vous saurez mieux répondre que la question finalement. OK. Dans 45 pays au monde qui sont enclavés, 17 se trouvent en Afrique. Et l'Afrique de l'Est, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, nous avons seulement 9 pays côtiers. Du Maroc jusqu'à la Namibie, la côte ouest, 21 pays. Donc, pour nous, s'il y a de nouveaux ports, c'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Mais on est sûr qu'on va toujours capter 90% du trafic éthiopien parce que nous avons formé nos hommes et nos femmes. La Somalie a la plus longue côte du continent. Mozambique, l'Érythrée, que l'Éthiopie a donné l'indépendance. Donc, ça va nous enlever une pression qu'ils utilisent Berbera, qu'ils utilisent Assad, Eritrea, Massawa. Compétition. Parce qu'il ne peut pas nous dire que nous n'avons pas le choix, Djibouti nous prend la gorge. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Pas du tout. Écoutez, j'aime la franchise de votre réponse, Monsieur Hadi, parce que effectivement, normalement, dans une logistique, on aime avoir le choix et généralement, on prend le meilleur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le corridor Addis-Djibouti est omniscient, on va dire comme ça, mais aussi vous avez investi. Moi, j'ai constaté l'année dernière que les investissements, notamment ferroviaires, de réhabilitation de la ligne, rendaient votre port encore plus indispensable ou incontournable, n'est-ce pas? Oui, Yann. On est 1 million, la population de Djibouti. Nous avons derrière nous 113 millions qui dépendent de nos ports. On serait très heureux qu'ils aient le choix. Ben, écoutez, sinon, ça nous met une pression incroyable. Ils sont trop forts pour nous. Oui. Oui, mais vous avez répondu par la formation de vos hommes et de vos femmes. Moi, j'ai eu la chance d'être le directeur de l'IPA. Je me rappelle que du temps où je dirigeais l'IPA, j'avais constamment des gens d'extrême
haute valeur de Djibouti, et je ne le dis pas parce que vous êtes devant moi, mais et notamment des femmes qui venaient se former, et je les ai retrouvées à des postes à responsabilité sur Doralé Terminal et sur d'autres terminaux, et je m'en félicite, et je pense que c'est aussi une des clés dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est que l'avenir portuaire passe aussi par l'usage de gens très bien formés, et vous avez des gens très bien formés, et la logistique doit être pourvoyeuse d'emplois et de valeur sur le territoire. Absolument. Nous avons des dames qui sont pilotes maritimes. Monsieur Patrice Lemon. Nous avons des gens qui travaillent chez vous, à Kribi, de Djibouti. J'étais CEO du port de Lagos. Actuellement, le CEO du port de Port-Soudan, c'est un Djiboutien. Nous exportons, nous formons. Chaque année, nous avons 25 étudiants qui sont en formation ailleurs dans le monde. Human Capital Building. Mozambique aussi. Nous avons des gens au Mozambique. Merci beaucoup, Monsieur Hadi. J'ai une question pour Patrice Mellum sur le fil de… Alors, j'ai même plusieurs questions pour Patrice, mais la première, c'est… Aujourd'hui, dans la desserte de l'Interland camerounais et d'Afrique centrale, et c'est une question aussi de nature géopolitique, comment s'entend-on avec la République centrafricaine, avec le Gabon et le Congo pour orchestrer cette connectivité logistique terrestre qui n'est pas simplement du fait de la souveraineté nationale camerounaise, mais bien une ambition sous-régionale. Comment ça, c'est la question, hein, c'est comment ça se structure tout ça et quel est le rôle de l'autorité portuaire de Kribi dans cette structuration régionale de l'Interland? Vaste question, hein, je le concède. Je pense qu'il y a des accords bilatéraux déjà. Et je me souviens que dans une autre vie, quand j'étais en service au premier ministère du Cameroun, je coordonnais ce qu'on appelait un plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale. Et l'un des objectifs qu'on s'était fixés, c'était de relier les différentes capitales entre elles par une route en bon état. Je pense que c'est chose faite aujourd'hui. Donc, ceci participe effectivement de cette connectivité. Nous pouvons donc partir de Kribi à Bangui, sans souci. Pareil, Kribi, Djamena, et ainsi de suite, ou Libreville. Je crois savoir que la prochaine étape va être transport ferroviaire. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Alors, je vais la recoupler avec une autre question qui est tout aussi directe d'ailleurs, c'est quel est le rôle de la Chine parce que vous avez parfaitement relevé un élément, c'est que le Covid, ça a eu aussi cet impact-là direct, c'est que des travailleurs internationaux et notamment chinois sur les grands chantiers d'infrastructure n'ont pas pu travailler parce que la contrainte de circulation des hommes avec des frontières fermées n'a pas pu aussi honorer ses engagements contractuels en termes de temps, hein, en termes de temporalité. Tout ça est repoussé, évidemment, ce n'est pas une critique du tout, mais la question c'est quel est le rôle de la Chine dans cette accélération de la connectivité terrestre depuis Kribi vers l'intérieur pour que Kribi soit véritablement pas simplement un port en eau profonde, mais bien un port qui devient une porte d'entrée géostratégique et géopolitique de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, quand nous parlons de la Chine, nous faisons allusion à la construction des structures. La Chine est également notre premier partenaire en termes d'import-export. Je préfère, si tu le permets, Yann, peut-être que ça ne répond pas très bien à ta question, mais je voudrais revenir plutôt
la préoccupation qu'a exprimée mon collègue de Djibouti quand il parlait de commerce interafricain. Je pense qu'il faut trouver le moyen de développer ce commerce interafricain, de faire baisser donc le taux d'échange entre l'Afrique et le reste du monde, y compris donc la Chine. Là-dessus, quand je parlais de Djibouti, par exemple, je prends Djibouti pour exemple, Djibouti, aujourd'hui, c'est une référence. Djibouti a développé une plateforme logistique fantastique. Il serait important de créer, à mon avis, des hubs industriels dans des zones économiques portuaires. Je vois par exemple Kribi pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Djibouti dans une autre zone, et veiller à ce qu'il y ait une certaine cohésion des investissements, une multiplication des échanges à travers le régime. C'est comme ça qu'au niveau de l'Afrique, nous pourrons sentir les effets non seulement de la richesse dont la nature nous a dotés, et puis donc des transports, notamment maritimes. Je pense que ceci peut partir, tu as parlé de géostratégie, de géopolitique, ça pourrait partir d'une bonne coopération entre déjà les ports, de manière à ce que ça irradie et que ça remonte, de manière à ce qu'on puisse pousser vers une volonté politique qui traduise dans les faits ce commerce interafricain. Ce que j'aime avec... C'est pour ça que j'ai dit que nous attendons, nous, à Kribi, très rapidement prendre ancrage sur Djibouti. Voilà, je vois que tu veux reprendre la parole. Merci beaucoup, Patrice. Je vois que le temps tourne et je sais que Ahmed a une contrainte et il va nous quitter avant les mots de conclusion. Je ferai la transition avec ce que vient de dire Patrice et par rapport à plusieurs questions sur le surcoût de la logistique intérieure africaine. Ahmed, est-ce que dans le cadre de cette task force portuaire africaine, on a je dirais des leviers ou des moyens de peut-être réduire tout simplement ces coûts logistiques intérieurs et si oui, sont-ils développés dans le cadre de cette task force qui réunit les ports africains? Alors oui, incontestablement. Nous avons eu le plaisir de recevoir le secrétaire général de la SLECAF il y a 2 jours. Donc, il nous a honoré d'une visite de courtoisie à Tangemed et nous avons eu un échange assez développé sur le rôle des ports et comment est-ce qu'on peut, nous, à autorité portuaire, communauté portuaire africaine, contribuer au renforcement du commerce intra-africain. Nous, en tant qu'acteurs majeurs du commerce africain, comment est-ce qu'on peut participer à améliorer la compétitivité logistique dans le continent et comment est-ce qu'on peut réduire aussi les coûts aujourd'hui qui sont parfois très exorbitants. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, mais il faut d'abord rappeler qu'aujourd'hui, cet accord qui est très important permettra de créer une zone de libre-échange la plus importante à travers le monde, donc qui va relier à peu près 1,3 milliard de personnes et qui va combiner un produit intérieur brut qui avoisine les 3 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup d'ambition, il y a un potentiel extrêmement important. Et nous, en tant qu'autorité portuaire africaine et au sein de la task force, notre ambition est celle de promouvoir des nouveaux process pour les chaînes de valeur qui permettraient de soutenir la vision de créer ce marché africain unique, solidaire,
au sein de cet accord de libre-échange continental. Et on se doit aussi d'être source d'inspiration pour les leaders africains à travers la création de dynamiques, de synergies qui seraient basées sur le partage du savoir-faire, certes, la démultiplication des expériences positives et des bonnes pratiques, mais il faut aussi qu'on puisse travailler ensemble sur l'harmonisation réglementaire sur un certain nombre d'aspects, et surtout qu'aujourd'hui, les ports africains constituent des pivots et des relais importants pour les échanges internationaux du continent, certes, mais qui sont aussi des chevilles ouvrières pour le développement de ce commerce intra-africain. Par ailleurs, nous sommes confrontés aussi à une réalité, et c'est des défis majeurs que nous avons, qui sont ceux de la mise à niveau de nos infrastructures, l'amélioration de nos performances, le renforcement de nos capacités, l'utilisation des nouvelles technologies, c'est un enjeu majeur, la digitalisation. Et donc, si on veut être encore compétitif, si on veut réduire ses coûts logistiques, si on veut avoir un impact au niveau de la ZLECAf, il faut que très rapidement qu'on puisse faire face à ces défis. Et une ZLECA qui inclut un espace maritime à fort potentiel nous interroge aussi sur la pertinence des politiques continentales, régionales et à l'échelle de nos gouvernements, sur le soutien qui a accordé au développement des infrastructures portuaires, sur la logistique, la performance logistique qu'on va développer, sur la connectivité avec le hinterland, comme l'a précisé Patrice et Dr. Omar. Et tout ça va nous permettre incontestablement de renforcer ce commerce intra-africain et de mettre en place des politiques de facilitation et d'harmonisation multilatérale qui vont nous permettre de soutenir les services maritimes qui sont à destination des économies africaines. Cher Ahmed, juste d'un mot, Monsieur Hadi, parce que je vais juste libérer Ahmed en disant que je prends ces mots comme les mots de conclusion de Tangemed et je remercie encore Ahmed pour sa disponibilité et la qualité de ses propos. Nous sommes arrivés au terme, mais bien évidemment, je vais vous redonner la parole pour un mot de conclusion et je vous remercie encore toutes et tous en tant que participants d'avoir assisté à ce séminaire. Merci à vous, à toi Ahmed, et je vais donner la parole à M. Hadi pour la conclusion. Merci M. Hadi, merci Patrice. Merci, Ahmed. Merci encore Ahmed. Non, je voulais dire, il y a ce qu'on appelle les barrières physiques et non physiques. J'étais très étonné que des conteneurs débarqués à Tangemed allaient directement sur Dakar. On doit faire la même chose. De Djibouti au Cameroun, de Djibouti à Lagos, et vice-versa. Écoutez, je trouve que là aussi, c'est une excellente conclusion parce que je crois que c'est aussi ça l'avenir géopolitique portuaire africain, c'est d'avoir des connectivités intra-africaines très efficientes. Et merci beaucoup, Monsieur Hadi, encore une fois, pour vos propos. Et je vais vous redonner la parole pour conclure. Allez-y, je vous en prie. Dernier mot, we have to cross the continent. On doit traverser les continents. Pas tourner autour de Cape Town, Canal de Suez. Très bien. Je crois que c'est un vrai statement extrêmement fort et puissant que vous nous avez adressé. Et effectivement, quand on voit l'efficience aujourd'hui des nouvelles routes de la soie eurasiatique, tout porte à croire que pourquoi on ne le ferait pas dans le transafricain. Vous avez totalement raison. Merci encore, Monsieur Hadi. Merci pour votre présence et véritablement la transparence et la qualité de vos propos. C'était toujours un plaisir d'échanger avec vous. Au grand plaisir de se revoir, évidemment à Douala et à Kribi, mais surtout à Djibouti parce que vous êtes quand même dans une place exceptionnelle. Merci encore à vous. Merci à vous tous. Cher Patrice, je vois que Ouda est apparu à l'écran, donc ça veut dire que je suis déjà un petit peu à la bourre. Cher Patrice, peut-être d'un mot, s'il te plaît, pour conclure. On a beaucoup parlé de Kribi et de ses connectivités et de cette formidable réussite que représente un port de Greenfield au Cameroun.
quelques mots de conclusion, s'il te plaît, avant que je passe la parole à Dominique et ensuite à Ouda pour fermer cette session que j'ai trouvée particulièrement riche en informations. En termes de mots de conclusion, je dirais que Kribi est déjà très heureux d'exister. Pour nous, c'est déjà quelque chose de très important. Je suis heureux également que le débat, la problématique du commerce interafricain se poursuive. Ce que je peux dire, c'est que le port autonome de Kribi et le port autonome de Douala vous attendent pour la conférence en octobre. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de poursuivre cette discussion. Merci encore pour les organisateurs. Merci beaucoup, Patrice. Merci encore d'avoir répondu aussi aux questions de nos participants, notamment sur le cas de Kribi. Merci et à très vite donc au Cameroun pour le Forum africain des ports en coopération avec le port partenaire de Douala également. Merci à toi, Patrice, et excellente continuation et bravo encore pour tout ce qui est fait aujourd'hui à Kribi. Monsieur Lafond, vous avez la très lourde charge, alors qu'on a déjà 5 minutes de retard, évidemment. Peut-être d'un mot qu'est-ce qu'on a retenu de cet échange d'1h30 et quelle serait, si on avait, je ne sais pas si on peut parler de conseil, mais une idée force qui pourrait se dégager, sachant qu'on a encore 3 séminaires de préparation du Forum africain des ports et qu'on va encore aborder d'autres sujets. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais je pense qu'on en a quand même pris un certain nombre. Donc, merci encore de vos questions. Je suis désolé de frustrer certains qui je n'aurais pas la possibilité de répondre, mais n'hésitez pas à nous suivre. Dans 15 jours, on en a un deuxième et Ouda va vous en parler. Dominique, j'arrête de parler et je vous laisse la conclusion. C'est toujours difficile de conclure parce que le champ des débats est très large. Je choisirais en fait peut-être de m'orienter sur les perspectives de sortie de crise. Il y a 2 points. Un que j'ai effleuré tout à l'heure, qui est quand même le rôle des autorités de la concurrence et des autorités de régulation qui doivent jouer leur rôle également sur l'Afrique. On a beaucoup parlé de l'importance des coûts de la logistique sur l'Afrique. Avant, c'était l'apanage du terrestre, alors que le maritime était bien meilleur marché. Aujourd'hui, on se rend compte que cela en fait change de camp, c'est-à-dire c'est en train de se développer sur le maritime. Ce dont souffre l'Afrique, c'est d'un déficit de concurrence. Donc tout ce qui va dans le sens de plus de concurrence, lui, est bénéfique. Et voilà. Et donc là, je pense qu'il y a un sujet qui est très important parce qu'il y va de l'un des prérequis du développement harmonieux du continent. Ensuite, la sortie de crise. On a évoqué tout à l'heure le corridor terrestre. Les corridors terrestres, c'est effectivement un très beau sujet. C'est quand même ce qu'il y a de plus challenging en Afrique. Et je pense que les ports doivent continuer à être les locomotives du désenclavement de l'Afrique. Elles ont prouvé leur dynamique, elles ont acquis une dynamique autonome, elles attirent les investisseurs. Je pense qu'il faut jouer à fond là-dessus et qu'il faut que cette crise et la relance post-Covid s'articulent bien autour des ports. Les ports doivent à nouveau relancer les programmes d'investissement qui, comme tous les autres, ont forcément été freinés par le Covid. Il faut s'assurer que tous les sujets d'interconnectivité dont on a parlé, et notamment avec les ports secondaires, soient maintenus parce que je pense que là aussi, c'est un levier qui est absolument vital pour le développement de l'Afrique. J'ai bien aimé la réponse de Omar Hadi tout à l'heure sur les questions de Berbera et de Hassab. Évidemment, plus il y a de diversité, plus il y a d'offres, plus il y a de concurrence, plus in fine, mieux tout le monde se porte. Et la digitalisation, la crise a bien montré qu'elle est incontournable. Elle l'a accélérée. L'autre jour, en prenant mon avion à Pointe-Noire, tous les contrôles que j'ai subis étaient en fait des contrôles digitaux.
j'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison. Est-ce que, avec le parcours, plus de combattants qu'on subissait il y a une vingtaine d'années dans ces structures aéroportuaires en Afrique, ça montre bien que l'élan, il est là. La digitalisation, l'interconnectivité, les investissements, le développement des free zones. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment capitaliser. Le Covid doit en fait renforcer l'élan pour que le portuaire demeure non seulement ses poumons, mais ses locomotives du désenclavement. Merci beaucoup, Dominique. Évidemment, je n'aurais pas dit mieux et c'est pour ça que je vais tout de suite passer la parole à Ouda, encore une fois en vous remerciant tous pour vraiment, je pense, la qualité des échanges que l'on a eus. C'est jamais simple de faire un webinaire parce que ces paroles de vérité qu'on a échangées aujourd'hui, je trouve, ont élevé le débat et nous ont permis de comprendre aussi des éléments clés de la croissance portuaire africaine de demain. En espérant avoir intéressé toutes et tous et en m'excusant encore de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais je vous donne rendez-vous dans 15 jours, mais je vais donner la parole à Ouda qui va nous préciser tout ça. Merci encore à toutes et à tous et une excellente fin de journée en faisant très attention à vous et à vos proches. Merci encore. Ouda, c'est à vous. Merci Yann pour ta modération. Je remercie nos chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges tout au long de cette session. Je remercie également tous les participants de nous avoir suivis et d'avoir participé activement à travers vos questions. Enfin, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette série de webconférences Forum africain des ports live. Je vous donne rendez-vous effectivement dans 2 semaines pour une nouvelle édition qui portera sur la compétitivité et la performance portuaire. D'ici là, je vous invite à rester connectés sur la page officielle de e-conférence sur LinkedIn et je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Leave the meeting. Bye.